Alors, j'aimerais vous présenter Mme Hélène Godmer. Elle est titulaire de doctorat en biologie de l'Université de Toronto, d'une maîtrise en biologie, d'une maîtrise en éducation de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Elle est fondatrice et directrice du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes. Elle s'intéresse particulièrement à des projets sociaux environnementaux par le biais de l'approche participative. Elle a développé des stratégies d'éducation et de communication environnementale adaptées aux communautés, aux milieux scolaires et municipaux. Elle collabore avec des municipalités, des musées, des ministères, des organismes environnementaux et des écoles et co-dirige également des projets de recherche universitaires. Elle publie dans des revues scientifiques ainsi que dans les médias populaires. Et comme on a deux présentateurs, je vais en profiter aussi pour vous présenter M. Julien Belzévi de Néogis Solutions Géomatiques. M. Belzévi est président et cofondateur de Néogis Solutions Géomatiques. Il est détenteur d'une double formation académique en sciences géomatiques et en géographie appliquée à l'environnement et à l'aménagement du territoire. Durant plus de 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la géomatique, il a été amené à mettre en œuvre et finaliser des projets d'ampleur sur de multiples thématiques, tels que les risques naturels, la géographie littorale, le paysage rural, l'érosion hydrique des sols agraires, la sécurité publique, la déforestation et la conservation des milieux naturels. Madame, Monsieur, à vous. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour vous parler de gestion des arbres, gestion des frênes en milieu urbain dans le contexte de l'infestation par la grille du frêne. Il sera question au cours de la présentation d'un survol de la problématique de la grille du frêne, les enjeux de gestion auxquels les villes devront faire face. Évidemment, nous présenterons l'outil d'aide à la décision, alors les composantes, le fonctionnement et les résultats, et nous conclurons avec les perspectives de développement et d'application de l'outil. Tous s'entendent pour dire qu'en milieu urbain, les arbres jouent un rôle primordial. Les arbres nous offrent une panoplie de services écologiques. Par exemple, ils rafraîchissent l'air, ils purifient l'air, ils absorbent de très grands volumes d'eau. Ils donnent de la valeur à nos propriétés. Les arbres sont garants de qualité de vie, de santé et de bien-être. Donc, on a tout intérêt à les cultiver, à les conserver et à les protéger contre, entre autres, les ravageurs forestiers. Avec l'arrivée de la grille du frêne est en train de changer l'ordre des choses, en particulier dans les villes où il y a beaucoup d'arbres, où la canopée est imposante et où les frênes sont représentés de façon significative, au-dessus de 15, 20, 25%. Donc, plus il y a de frênes dans un milieu, plus l'impact de la grille sera prononcé. La grille du frêne, c'est un petit coléoptère qui fait à peine un peu plus de 1 cm de couleur vert émeraude. C'est une espèce exotique, un insecte exotique qui est originaire de l'Asie, comme on le voit ici là, en vert nord-est de la Chine, mais on le trouve aussi en Corée et au Japon. Sur ces territoires, la grille ne pose pas de problème, il est indigène, donc il a coévolué avec les systèmes, il est en équilibre avec ces milieux. Par contre, ici, en Amérique du Nord, c'est considéré comme une espèce envahissante. On croit que le transport, en fait, l'introduction de la grille s'est faite par le transport de marchandises via la voie maritime des Grands Lacs. Plus précisément, il aurait pris place à bord de palettes ou encore de boîtes de calage qui comportaient de l'écorce, donc des larves bien à l'abri sous l'écorce, ont pu survivre le voyage et débuter une infestation qui s'est manifestée en premier à Détroit en 2002, première observation, mais ça faisait déjà quelques années que l'insecte était présent. Quelques semaines plus tard, à Windsor, et 12 ans plus tard, tous les points rouges indiquent là, des sites positifs, c'est-à-dire là où on a trouvé officiellement la grille. Une vingtaine d'États américains, le sud de l'Ontario et du Québec. Et plus récemment, en 2016, on voit que l'infestation s'intensifie. En fait, ça correspond assez bien à la distribution des frênes en Amérique du Nord. Il y a 16 espèces de frênes et la grille affecte là, ou attaque l'ensemble de ces espèces.
L'adulte ne pose pas de problème. En fait, les mini-ravages que peuvent faire les adultes, c'est de grignoter le feuillage, mais c'est plutôt la larve qui s'attaque au cambium, à la partie vivante de l'arbre. Donc, sous l'écorce, les larves vont s'alimenter et former des galeries typiques là, en forme de S. Au fur et à mesure des infestations et des années, l'arbre va finalement avoir son système de circulation de la sève et de l'eau complètement détruit et c'est la mort certaine qui l'attend après quelques années. Un dépérissement, ce dépérissement de frêne va mettre environ 5 à 7 ans. Le dépérissement commence par la cime et va descendre avec les années. Dans des circonstances d'infestation intense, on parle plutôt de périodes de 3 à 5 ans. Comme ici, l'exemple qui est désormais très célèbre de Toledo, en Ohio. En 3 ans, on est passé d'une canopée bien en santé, bien déployée, à une mortalité complète là, de ces arbres, de ces frênes. Autre exemple américain, même chose, des arbres, des frênes bien en santé, et quelques années plus tard, lorsqu'on a retiré tous ces géants, on a un paysage qui est complètement dévasté. Plus près de chez nous, à Gatineau, une ville qui comporte beaucoup de frênes, qui a des boisés, qui est entourée de forêts, et où la municipalité a eu maille à partir avec la stratégie. Donc, il y a eu un délai, la grille a pris le dessus, si on peut dire, et on voit que ici, un aliment là, qui est voué à l'abattage, tout comme celui-ci. Jeune aliment de frêne complètement décimé, il faudra abattre les arbres, essoucher et remplacer. On peut imaginer les coûts qui sont associés à ce genre d'opération. Autre image assez saisissante, le long d'une piste cyclable, toujours à Gatineau, on constate là, la quantité, le volume de résidus qui devront être transportés, entreposés, disposés, idéalement valorisés. À toutes ces opérations-là, il y a des coûts. Les enjeux sont nombreux, vous pouvez les percevoir déjà, des enjeux économiques parce que la grille du frêne va imposer du travail, va imposer beaucoup d'abattage. Si on dit plus de travail sur le terrain, on doit augmenter les budgets. Enjeux politiques, il faut être capable de convaincre les élus d'agir de façon précoce, d'agir de façon proactive, parce qu'on a plus de chances d'étaler la mortalité des frênes. Enjeu logistique, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les étapes, dans quel ordre. Alors, nous, c'est à cet aspect qu'on s'est intéressé. Des enjeux de biodiversité, les frênes vont être décimés, et dans certains sites, comme par exemple des boisés, des parcs, d'autres espèces ont commencé à se développer, espèces végétales exotiques envahissantes, notamment le nerf brun et la renouille japonaise, d'attendre que ces puits de lumière pour prendre le dessus. Des enjeux de paysage, on les a vus, enjeux sociaux que sont la santé et la sécurité. Donc, la grande question, c'est comment on fait pour gérer efficacement ces milliers de frênes municipaux, urbains. Comment on peut planifier et optimiser les coûts, les travaux de terrain, tout en gardant un maximum de canopée et en préservant les zones les plus vulnérables. Comment on peut tenir compte des foyers d'infestation et garantir que l'investissement va être équitable sur tout le territoire. Donc, c'est à ces questions-là qu'on a travaillé. Il faut dire que le projet de l'outil origine de la Ville de Québec qui nous a demandé, qui nous a posé ces questions-là et demandé de créer un outil facile d'utilisation. Première étape qu'on a fait, c'est de regarder quelles étaient les données disponibles et qu'est-ce qui allait rentrer dans l'outil, dans le modèle. Donc, tout d'abord, c'est certain, on a besoin des données d'inventaire des arbres, des frênes, donc les espèces, leur localisation, des pH, ainsi de suite. La typologie des aliments est importante. Est-ce qu'on a des aliments fortement colonisés de frênes ou encore faible pourcentage? Pardon, une petite gorgée d'eau.
Alors, le rôle fonctionnel, et ça réfère à la canopée. Les indices de canopée, c'est important aussi. On a vu ce matin là, avec la première conférence. Les composantes socio-environnementales, est-ce qu'on est dans des milieux fortement peuplés ou encore des milieux défavorisés? Les usages, on va orienter la gestion selon qu'on est dans un parc ou dans un quartier résidentiel. Les foyers d'infestation sont importants à considérer et l'ensemble de ces éléments, de ces composantes sont intégrés dans l'outil d'aide à la décision qui va vous être présenté dans quelques instants. Merci Hélène. Donc moi je vais vous présenter plus spécifiquement ce qui a été développé sous forme de projet pilote pour le quartier Limoilou, ville de Québec. Je vais aborder le contexte général, puis après on va tomber directement sur l'exemple du quartier Limoilou proprement dit, aborder les résultats, et puis je repasserai la parole à Hélène pour les perspectives. Donc l'outil développé, c'est ce qu'on peut appeler un outil d'information et d'aide à la décision, dans la mesure où cet outil il sert à répondre à des questions fondamentales en lien avec la problématique actuelle, à savoir où intervenir, donc sur quels alignements de rue, quels sites publics, quoi faire, donc traiter, abattre, dans quelle proportion, avoir des estimations des coûts associés et à quelle fréquence et sur quelle période intervenir. Donc les principales composantes de l'outil, comme Hélène l'a dit, il y a d'abord effectivement la gestion des données, en particulier des données d'inventaire des arbres municipaux qui sont la donnée source essentielle pour pouvoir élaborer la démarche qu'on présente aujourd'hui. Analyse spatiale, parce qu'il y a un élément important qui est la mise en relation spatiale des frênes et de leur voisinage à différentes échelles. Modélisation, donc création de variables, manipulation d'arbres de décision, formules de calcul et automatisation. Et cartographie numérique, donc tout ce qui a trait à la visualisation des résultats, qu'ils soient visuels ou sous forme statistique. Donc on est dans une démarche qu'on peut qualifier de démarche multi-échelle, c'est-à-dire qu'elle intègre des composantes qui se rapportent à la fois au quartier et à des sous-ensembles du quartier. Donc ce qu'on appelle dans le projet les secteurs macro, on va y revenir, aux alignements de rue et aux sites d'usage jusqu'aux arbres publics. Donc il y a la notion d'échelle spatiale à ce niveau. On définit des objectifs de préservation globaux à l'échelle du quartier, mais ça peut être à l'échelle de plusieurs quartiers, voire à l'échelle d'une ville au complet, mais qui sont pondérés en fonction de variations locales du contexte socio-environnemental et des caractéristiques d'unités spatiales locales que sont les alignements de rue ou les sites d'usage, et c'est le tout qui détermine la répartition spatiale des interventions de traitement et d'abattage. Donc une stratégie qui prend en considération les caractéristiques de l'alignement ou du site d'usage, la situation de l'alignement ou du site d'usage par rapport aux autres unités spatiales, le contexte socio-environnemental du secteur où est situé l'alignement ou le site d'usage et la position de foyer d'infestation éventuelle. Donc on passe à l'exemple de la démarche sur le quartier Limoilou. Donc on avait les données d'inventaire de la ville de Québec et il y a deux démarches différentes selon qu'on soit dans un contexte de site d'usage ou dans un contexte d'alignement de rue. Donc les sites d'usage, en fait, c'est tout simplement des frênes donc situés dans l'enceinte d'écoles, de parcs et espaces verts, places, bibliothèques, zones commerciales, etc. Alors que les frênes d'alignement, c'est des frênes associés à des alignements de rue, donc des alignements qui sont donc situés le long de la voirie municipale et qui, dans les deux cas, que ce soit au niveau des sites d'usage ou des alignements de rue, la condition sine qua non pour que ces unités spatiales soient considérées, c'est qu'il y ait au moins un frêne au sein de l'unité. Aujourd'hui, je me concentrerai uniquement sur la démarche utilisée pour la gestion des alignements de frênes de rue. Donc, au niveau du quartier de Limoilou, il y avait 14 756 arbres, dont
3000 pardon, et quelques frênes, là, donc on est de l'ordre de 20-25% de frênes, ce que vous voyez en rouge. Et sur ces frênes, on a 2376 frênes d'alignement, donc des frênes associés non pas à un site, mais à un côté de chaussée de voirie municipale. La première étape, parce qu'on parle d'alignement, mais on parle jusqu'alors d'un concept, c'était de créer physiquement, ou plus exactement géométriquement, cet alignement de rue. Donc, en l'occurrence, dans le domaine géomatique, là, c'est tout simplement une polyligne. Ça correspond à la fois à une composante du mandat défini par la ville, qui était de permettre tout simplement la représentation cartographique des alignements de frênes dans un contexte opérationnel. Puis ça permet de créer une unité spatiale de représentation des alignements et d'y associer plusieurs variables, on va y venir, qui servent au fonctionnement du modèle de gestion. Donc ce que vous voyez, c'est à gauche, c'est les frênes avant la création des alignements, et à droite, donc les polylignes rouges, ce sont les alignements créés dans le cadre du projet. Comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait au moins un frêne dans l'alignement pour qu'il soit considéré. Donc là, vous voyez les flèches rouges, ça pointe vers des alignements où il y a juste des points bleus, les points bleus étant des sites d'arbres qui ne sont pas des frênes. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de création d'alignement, tout simplement. À partir du moment où on a nos alignements, on crée des variables associées, des variables qui permettent de caractériser et de discriminer les alignements les uns par rapport aux autres en fonction de variables relativement simples, soit la densité d'arbres, toutes essences confondues, le pourcentage de frênes, l'indice de distribution qui met en exergue les agglomérats de frênes à l'intérieur de l'alignement, l'indice de canopée, l'identification des alignements simples ou doubles, à savoir est-ce que l'alignement possède un vis-à-vis de l'autre côté de la rue, calcul du diamètre moyen de l'ensemble des frênes de l'alignement, et le contexte socio-environnemental, c'est-à-dire quand je parle de classe macro, je fais référence au contexte socio-environnemental où est situé l'alignement. Donc évidemment, sur le pan géomatique, à partir de là, chaque alignement possède une série d'attributs qui permet d'informer sur les différentes valeurs des variables considérées. Donc, à partir de là, il y a une deuxième étape qui est de créer des secteurs macro. Donc, en fait, c'est tout simple. Les secteurs macro, ils répondent aux besoins de l'approche globale définie dans le projet, qui définit des objectifs de préservation adaptés au contexte socio-environnemental local. Donc, on a travaillé à partir de 3 variables principales à cette échelle-là: indice de défavorisation matérielle ou sociale de l'INSPQ, dont un orateur précédent a fait mention, l'état de la canopée et la densité de l'habitat. L'unité territoriale choisie pour représenter la variabilité du contexte socio-environnemental intra-quartier, c'est l'aire de diffusion. Donc on s'est intéressé aux aires de diffusion dans la mesure où c'était une unité cohérente pour justement mettre en exergue les variations à l'intérieur du quartier en termes de contexte socio-environnemental. Donc on avait l'indice de défavorisation matérielle ou sociale de l'INSPQ. Donc plus on est dans le rouge, plus l'indice de défavorisation est élevé, et plus on est dans le vert, plus il est faible. La densité de l'habitat, donc plus c'est rouge, plus c'est dense, plus c'est bleu, moins c'est dense. Et l'état de la canopée, donc on ne voit pas très bien, mais en fait il y a la couche de canopée en vert, en aplat vert clair là. Donc la combinaison de ces 3 variables nous ont permis d'établir des catégories, et en particulier 3 catégories macro, qui sont des catégories de priorisation de la préservation des frênes. Macro 1, donc secteur prioritaire, macro 2, secteur à priorité intermédiaire, et macro 3, secteur à priorité de traitement faible. Donc, à partir de là, on est en mesure de définir des objectifs globaux en termes de taux de traitement fixés en fonction de ces grandes classes de priorité socio-environnementale, donc les classes macro
dont je viens de parler. Et le but de cette démarche, et c'est un élément quand même fondamental de la démarche, c'est de pouvoir garantir la préservation d'un couvert arboré minimum à l'issue de la mise en œuvre de la stratégie d'intervention, tout en privilégiant les zones les plus défavorisées sur le plan socio-environnemental. Donc on a nos classes macro, qui sont donc des subdivisions du quartier Limoilou, avec le nombre de frênes d'alignement et un objectif associé à chacun de ces secteurs. Et vous voyez qu'en l'occurrence, pour le projet réalisé à Limoilou, pour la classe, les alignements situés en macro 1, c'était 30% de préservation, et 2 et 3, c'était 20%. Et on a donc le nombre de frênes à traiter en objectif. Donc à ce stade, on dispose d'unités spatiales d'analyse, qui sont les alignements, d'une représentation de la variabilité du contexte socio-environnemental, ce sont les secteurs macro. On a défini des objectifs globaux de traitement. Il reste à définir la stratégie d'intervention à l'échelle de chacun des alignements pour atteindre ces objectifs globaux. C'est la fonction du modèle de gestion. Donc, côté modèle, en fait, c'est relativement aisé. On a conçu des arbres de décision. Là, je vous présente une portion de l'arbre de décision pour les alignements de frênes. En fait, cet arbre de décision, il exprime la façon dont chacun des alignements se voit attribuer un taux de traitement en fonction de caractéristiques intrinsèques dont j'ai parlé, donc les variables d'alignement, ainsi que la classe macro dans laquelle se situe l'alignement. Ensuite, étant donné que la ville travaille avec un système ArcGIS, il souhaitait que tout le modèle soit transférable à la ville. Donc on a disons, travaillé à partir de l'outil Model Builder d'ArcGIS en créant une boîte à outils que vous avez sur votre droite et en élaborant un modèle qui permet une automatisation du processus et surtout de multiples itérations possibles de la part de l'opérateur final. Ici, donc cette diapositive, elle exprime la possibilité de paramétrer de nombreux éléments du modèle et donc d'avoir un contrôle très important en ce qui concerne les résultats. Donc on peut évidemment indiquer sur quel secteur du quartier ou de la ville, a fortiori, on veut intervenir. On peut modifier les seuils des variables de l'arbre de décision. On peut faire varier les coûts de traitement et d'abattage au centimètre ou la durée de la période d'abattage. Donc, en influençant de manière interactive chacun de ces paramètres, l'opérateur il peut donc s'assurer de faire correspondre au mieux les résultats du modèle avec les objectifs globaux de préservation. Et ces objectifs globaux, ils peuvent être associés aussi à des coûts de scénarios budgétaires théoriques ou réels. Donc là, l'idée, c'est qu'au final, la ville puisse doser le modèle pour arriver à ses fins en termes d'objectifs et en termes de coûts associés. Donc, résultat, on est toujours dans un environnement ArcGIS, donc on a une série de tables d'attributs. On a donc la production de résumés statistiques, à savoir le nombre total de frênes à traiter, à abattre, le nombre de frênes à traiter et à abattre l'année prochaine, parce qu'on est dans un contexte N-1, c'est-à-dire qu'on fait rouler le modèle en prévision de la stratégie d'intervention pour l'année prochaine, et on a les coûts annuels associés. Donc par exemple, en termes de résultats pour l'année 1 théorique pour le quartier Limoilou, on a donc les résultats ventilés par secteur macro à l'échelle de Limoilou et la somme au final à la dernière ligne. Donc à traiter l'année prochaine, à abattre l'année prochaine, les coûts de traitement associés et les coûts d'abattage associés. Évidemment, encore une fois, côté géomatique, évidemment, on peut produire un certain nombre de cartes qui permettent de préparer par exemple des phases de terrain, des phases d'intervention sur le terrain, où là on a l'ensemble des alignements du quartier de Limoilou avec les taux de traitement associés. Et encore une fois, évidemment, étant donné qu'on travaille à l'intérieur d'un environnement compatible avec les données, en fait la base de données de la ville, l'ensemble des informations produites à l'échelle des alignements, au même titre qu'à l'échelle des sites d'usage, sont contenus dans la base de données de la ville. En résumé, c'est une démarche applicable dès lors qu'un inventaire de frênes est disponible.
transposable sur différentes plateformes logicielles. Là, on l'a fait avec ArcGIS, mais on aurait pu le faire en open source, avec peu importe le logiciel. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Entièrement paramétrable du côté client particulier. Un modèle actualisable en autant que les interventions sur le terrain, abattage, traitement, soient rentrées dans la base de données. Somme toute, faible coût de mise en place d'entretien, tout est relatif, mais disons que on considère qu'il y a eu un grand contrôle des coûts à ce niveau-là. Par contre, ne dispense pas de visite sur le terrain dans le contexte d'une prise de décision finale, c'est-à-dire que le modèle informe, par exemple, sur tel alignement, il y a, admettons, 10 frênes, il faut en conserver 3 et en abattre 7. La prise de décision, elle est liée à des caractéristiques intrinsèques aux individus, à chaque arbre. Et donc ça, étant donné qu'on n'avait pas assez de données de la ville à ce niveau-là, c'est encore à l'échelle du terrain que la décision finale de traitement ou d'abattage devra être prise. Donc je repasse la parole à Hélène pour la conclusion. En conclusion, on a très hâte que le modèle soit utilisé à la Ville de Québec, quartier Limoilou. La grille n'a pas encore été détectée, mais quand même, on a hâte de tester cet outil. On entrevoit déjà 2 modules complémentaires, étant donné qu'on a les données, on aura les données d'abattage d'année en année. Il sera possible de calculer les volumes de bois et d'orienter les choix des options de valorisation pour ce bois qui sera disponible, le bois de frêne. Également, au niveau des reboisements, il y a beaucoup de travail qui se fait, entre autres à la CMM, là, pour orienter le reboisement dans les villes, en ayant en main les données d'espèces et les positions d'arbres, de frênes qui vont disparaître. On envisage qu'il soit possible, en combinant les recommandations de reboisement, les nouvelles recommandations et les données existantes, là, encore une fois, orienter les choix alignement par alignement. En terminant, ben, on croit qu'un genre d'outil peut apporter des économies de temps et de coûts. Voilà, c'est tout. Moi, j'en aurais une. Ça vous a pris combien de temps pour monter le modèle et puis le tester? J'imagine que vous avez fait des tests. C'est un brevet de 1 an, 2 ans? De quoi on parle? Je dirais que la plus longue partie, ça a été de négocier avec la Ville de Québec pour intégrer les éléments sociaux environnementaux. Non, pas pour avoir les données, mais les intégrer, parce que quand on gère les travaux publics, on a l'idée de gérer des arbres et des positions d'arbres, des espèces, mais rarement l'idée d'intégrer la canopée ou les îlots de chaleur ou encore les indices de défavorisation. Mais globalement, c'est à peu près 6 mois.